Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Ossimètre. Comme tous les mardis, nous allons commenter, décortiquer l'actualité du ballon rond en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir avec nos deux spécialistes, ils sont là, ils sont en pleine forme. Nicolas Paolorsi, journaliste à RMC Sport, spécialiste entre autres. C'est vrai que je suis en pleine forme. De ballon rond, de ballon Bonsoir rond Nicolas. aussi, mais de ballon rond. Salut Nicolas, à vos côtés, Alain Baudron, que nous sommes ravis d'accueillir. Petit nouveau dans en pleine l'équipe forme aussi, footballistique, en pleine forme aussi. Oui, Alain Baudron, rédacteur en chef que je de me dis tous les matins. la radio Gold FM. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous. Voici ce dont nous allons débattre ce soir. La Ligue 1, Bordeaux va mieux. 3-0 ce week-end en championnat, mais le calendrier qui attend les Girondins dans les prochaines semaines s'annonce chargé. Ça va piquer pour les Bordelais. Le marché des transferts, c'est fini officiellement depuis lundi soir. Pas de folie comme prévu cette année dans la plupart des clubs de Ligue 1. Nous évoquerons l'équipe de France du Bayonnais Didier Deschamps et qui veut enchaîner en Ligue des Champions ce week-end après le match amical de demain face à l'Ukraine. Et nous terminerons avec les Bleus, encore et toujours. Et cette question, le gardien des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil, ira-t-il à l'Euro 2020 qui se jouera en 2021 à cause du Covid au mois de juin? On commence par les Girondins de Bordeaux. Messieurs, Alain Baudron, première question. Et pour vous, les Girondins ont enfin gagné un match de championnat à domicile, 3-0. Alors face à Dijon, d'accord. Mais avant de parler de Dijon, d'abord la performance bordelaise. Alain, s'il vous plaît. Je suis content de venir parce qu'il y a une victoire. Parce que les autres fois 0-0, on n'aurait pas eu grand-chose à dire. C'est pour ça qu'on vous a invité, on le savait avant. Mais moi je le sentais aussi. C'est une victoire méritée sur l'ensemble des 90 minutes, même si la deuxième mi-temps est moins bonne. Mais bon, quand on mène au score et quand on rencontre une équipe aussi faible que cela, ça devient un peu compliqué pour se surmotiver, absence du public, même si ça ne devrait pas compter. Non, moi j'ai vu une équipe intéressante, toujours très solide défensivement. Ça c'est quand même une constance depuis le début de la saison. Et j'ai été surpris, et je pense que Nicolas va être surpris de ce que je vais lui dire. J'ai vu un bon Adli. Ah, Nicolas, vous êtes surpris donc. Alors moi je suis pas surpris de voir un bon Adli. Parce que vient de dire Alain, mais la performance bordelaise, est-ce qu'on peut la diminuer par le très faible niveau, pour pas dire par la nullité de Dijon en première mi-temps? On va pas faire les fines bouches. On leur tape déjà assez dessus quand ils sont pas capables de faire la différence face à des équipes qui jouent bas, avec un bloc bas, où ils n'arrivent pas à créer de jeu et tout ça. Oui, en effet, Dijon c'était faible, il y avait des espaces, mais ils ont su les exploiter pour une fois. Et c'est vrai que ça a plutôt bien joué. Le schéma tactique mis en place par Gasset a marché, c'était très offensif, avec Adli Bazic, relayeur, récupérateur, Kalou sur un côté, Houdin, Depréville qui tournait autour de Maja. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait des sorties de balles propres en première période. Le deuxième but est magnifique, ça part de Costil. On arrive à aspirer la défense dijonnaise, à renverser le jeu. Kalou qui fait la différence. Après, en effet, c'est Dijon, ça demande confirmation, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose pour Adli, moi je trouve, parce que tu sais que c'est un joueur que j'aimais pas trop, je le trouve, il se disperse trop quand il joue beaucoup plus haut. Là, il avait véritablement des consignes strictes de tenir le poste de milieu défensif avec Bazic. Il tenait bien son côté, bien sa récupération, et quand il est cadré, je pense que ça va être plus facile pour lui, parce que quand il est numéro 10, il va à droite, à gauche, au milieu. Il est partout et nulle part. Là, je l'ai trouvé très intéressant, avec un bon Bazic aussi. Même si je pense qu'ils peuvent tous les deux faire encore mieux. Et je crois que Gasset l'a dit en conférence de presse, le jour où ils comprendront qu'à 2 touches de balle, ça peut suffire une relance, je pense qu'on gagnera en fluidité dans le jeu bordelais, ça ira beaucoup plus vite. Alors mais Bordeaux, ce sont des joueurs qui amènent quelque chose. Oui, Bordeaux co-meilleure défense de Ligue 1 avec Lille, 2 buts encaissés, une constante depuis le début de la saison. C'est la patte aussi du duo Gasset-Printemps, il fallait consolider les fondations de la maison ou pas, d'abord? Avant de jouer au ballon, il fallait d'abord consolider. Oui, alors après, la défense, la saison dernière, me paraissait pas fébrile non plus. Même si c'était un schéma qui variait, schéma 3 derrière, qui passait à 4 en situation offensive, on ne comprenait pas trop. Mais... Pas toujours, non, sûr. Non, mais quand vous avez certains joueurs, déjà le niveau de Laurent Koscielny, de Pablo, Paul Bass qui revient bien, Mécher qu'on ne voit pas cette saison, mais je veux dire, ce sont quand même des défenseurs référencés. Sur le papier, Bordeaux a une des plus belles défenses de Ligue 1 avant de commencer la saison. Maintenant, c'est vrai que le bloc équipe est très intéressant cette année. Oui, après, je pense que c'est plus facile à défendre quand vous ne changez pas véritablement. Sabali, Koscielny, Pablo ou Bass, puisque Pablo n'a pas joué le premier match. Benito, devant vous avez Bazic, voire Otavio. Donc les 6, ils sont là. Et quand on a des 6 qui ont des repères ensemble, on défend beaucoup mieux. Après, c'est le reste qui doit effectivement faire le bloc avec Houdin ou les joueurs de côté ou les attaquants qui doivent faire le pressing. Mais déjà, quand vous avez une base comme ça, et puis on a un très beau Costil, donc ça facilite. On va en parler, Benoît Costil, à la fin. Après, je trouve qu'ils ont, depuis le début de la saison, ils ne concèdent pas beaucoup d'occasions. C'est surtout ça que j'avais et ils n'ont pas rencontré des équipes à fort potentiel offensif.
On va voir ce que Il y ça avait va Lyon, donner. qui était un petit Lyon. Ouais. On va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir avec Marseille, PSG et Monaco, quoi. Justement, Bordeaux, 9e du championnat, avant ce qu'on appelle, moi j'appelle la haute montagne. Vous l'avez dit, Alain, déplacement à Marseille lors de la prochaine journée. Et d'ici fin novembre, il y aura aussi des voyages à Monaco, à Rennes, à Paris et notamment la réception de Montpellier. Oui. Calendrier copieux. Maintenant, moi, je me demande toujours avec cette équipe bordelaise si finalement elle n'est pas plus à l'aise quand il y a des espaces. Il va falloir qu'il n'y ait pas trop de blessés, qu'on garde cette ossature défensive. Maintenant, je me dis, face à une équipe qui va tenir le ballon comme Marseille, il y a des joueurs qui ont la capacité de contrer. Kalou revient très bien, physiquement, ça c'est important. Il y a quand même un joueur comme Oudin qui peut vraiment amener des choses. Qui a marqué techniquement, ce dimanche. frappe de loin, Depréville qui est toujours à l'aise quand il y a des espaces, alors que pour créer du jeu face à un bloc bas, c'est pas sa qualité première, Nicolas Depréville. Même s'il faut reconnaître, c'est pas le Depréville du début de saison de l'année dernière. Oui, non, il est un peu, complètement. Un peu plus en dents de scie pour l'instant. Un peu à côté. Mais franchement, oui, le calendrier, le menu est copieux. Maintenant, je me demande toujours si en fait ce Bordeaux-là préfère pas jouer des fois à Montpellier plutôt que prendre à la maison une équipe comme Brest, encore Brest joue au foot très bien d'ailleurs, Ouais, très bien. mais comme Dijon, comme Lens Metz, aussi. qui va arriver, jouer dans ses 30 mètres, fermer le jeu, et où là vraiment il faut proposer des choses. Je me dis que Bordeaux est peut-être plus à l'aise dans le premier cas. Après, je pense que ça va être le vrai révélateur parce que dans cette troisième partie de championnat, parce qu'il y a déjà eu une trêve, on va être véritablement dans notre championnat. Parce que pour moi, les deux premières parties, c'est les matchs amicaux. Gasset est arrivé 15 jours avant le début du championnat. Il a fallu qu'ils construisent, qu'ils repartent sur une nouvelle base, qu'eux s'adaptent à Gasset et Printemps. Voilà, maintenant, ça y est, on va commencer notre championnat. Alors c'est vrai qu'on va le commencer contre les gros, mais c'est pas plus mal. Et on va parler transfert. Maintenant, ça concerne aussi les Girondins. Le marché officiellement Ça ne clos. concerne pas vraiment les Girondins. Tout l'été, on en a parlé. C'est pour ça que je vous dis que ça les concerne. Le marché des transferts officiellement clos depuis minuit. Bordeaux, globalement, assez calme, comme la plupart des clubs de Ligue 1, même si Paris s'est excité un peu dans les dernières heures, suite à leur conflit un peu interne. Est-ce que c'est logique de voir que l'ensemble des clubs de Ligue 1 a investi, je crois, le 5e de l'an dernier en termes de marché des transferts? C'était prévu? Bien sûr. La pandémie a fait énormément de mal. Même si on sait qu'en termes de recettes dans un budget, l'impact de la billetterie est moins important chez les clubs de foot que chez les clubs de rugby quand même. Vous avez des revenus en moins. Vous avez des joueurs aussi en fin de contrat qui sont en difficulté pour retrouver des clubs. On voit qu'il y a une surface financière moins importante pour des clubs comme Paris. Alors imaginez pour un club comme Bordeaux 100 millions de pertes, je crois, qui dégage je ne sais pas combien. Même un petit peu plus. Donc voilà, c'est terrible. C'est normal que les clubs aient été moins actifs. Maintenant, je pense que c'est dans ce genre de mercato qu'on voit aussi les vraies bonnes cellules de recrutement, les directeurs sportifs qui ont de vraies idées, qui sont capables d'aller piocher des joueurs à droite à gauche pour bien renforcer leur effectif. Après, elle n'est pas loin. Non, je ne dis pas que Bordeaux n'a pas une bonne cellule de recrutement. Après sincèrement, moi, ça ne me choque absolument pas que de temps en temps, on n'agisse pas sur le mercato. Le Real de Madrid, l'année dernière, je crois qu'ils n'avaient pas recruté grand-chose. Ouais. Ils sont champions. Liverpool, ils n'avaient pas recruté grand-chose. Ils sont champions. Le Bayern n'a pas recruté non plus. Et ils sont champions et ils gagnent la Ligue des Champions. Pourquoi pas avoir de la stabilité? Ouais. Alors c'est vrai, si on finit 17, 18, 19, 20e et qu'on descend, on peut comprendre. Mais même quand on est comme Bordeaux, 14e, 13e, voilà, on peut ajouter un ou deux joueurs. Mais pourquoi tous les ans changer pour changer? Parce que c'est un peu souvent ça, c'est changer pour changer. Si vous changez tous les ans, mercato, à chaque fois aussi. Oui, mais mercato ne veut pas dire réussite. Et des fois, bonifier un effectif, même si on sait que cet effectif a des lacunes, je suis complètement d'accord avec Alain. Et je pense que Bordeaux sera meilleur cette année parce que justement, ce sont des joueurs qui vont travailler ensemble. Il n'y a pas eu tant de départs que ça dans le 11 titulaire. Ce sont des joueurs qui vont encore travailler leurs automatismes et il peut vraiment se créer quelque chose. En plus, c'est un groupe qui vit plutôt bien, d'après ce qu'on nous dit. Donc pourquoi pas, je suis d'accord avec Alain. C'est une jolie langue de bois, un groupe qui vit bien, mais plus sérieusement. Non, mais c'est vrai. Je plaisante. Plus sérieusement, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose au propriétaire des Girondins qui a quand même investi 30 millions cet été, King Street, pour éviter une catastrophe financière au club? Est-ce qu'on peut leur reprocher de ne pas avoir mis 10, 15, 20 millions cet été? La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'on ne les entend pas. Moi, si je devais reprocher quelque chose à un actionnaire qui a mis 100 patates pour acheter un club... Et 30 cet été, pour éviter donc ça fait, on va dire que ça fait 150. Quelque part, c'est leur pognon, même si c'est un fonds d'investissement, ce n'est pas le mien. Ils ont investi, ils ont acheté un club, ils font ce qu'ils veulent avec le club, même si on peut entendre que les ultras, ils peuvent reprocher des choses. Ils font à leur manière, ça marche pas, on peut les critiquer. Mais moi je trouve qu'on n'a pas à critiquer King Street, moi je suis désolé. Ils font comme ils l'entendent. Après... Je sais qu'il y a d'autres médias. Avant de passer à l'équipe de France, juste un mot là-dessus, Nicolas. Non, mais King Street, franchement, je suis sur la même ligne qu'Alain. Est-ce qu'on peut autant les critiquer? Franchement, ils mettent beaucoup d'argent. Non, c'est leur argent, ils ont mis beaucoup d'argent. Maintenant, on n'a aucune visibilité, aucune communication de leur part. Voilà, c'est surtout ça. Moi, c'est ça qui me gêne. Moi, ce que j'aimerais, Nicolas, c'est que là, le mercato, ils ont fait un choix.
essayer de dégraisser, alléger la masse salariale, retrouver des finances plus saines, et que le président, le directeur sportif viennent nous le dire. Ils viennent faire un bilan du mercato en nous disant c'était un choix, on a décidé ça, on sait qu'on n'a pas pu répondre à certaines demandes du coach, mais c'est notre projet. C'est pas Longuet Péroche qui doit le faire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Daniel Herman. Voilà, c'est lui. représentant C'est lui qui doit venir dire voilà. Peut-être. On a demandé au président et à Alain Roche et au nouveau coach, ça va se passer comme ça. Il faut qu'on parle. Monaco, quand ils ont décidé de bouleverser leur projet, ils ont parlé, c'était clair, on savait. Nous, on ne sait rien. Voilà. Le message est passé, Nicolas, par Orsi. Je suis énervé là. J'entends. Vous avez remarqué ? On arrête de parler de la Ligue 1, du marché des transferts qui est terminé, on le rappelle, depuis ce lundi soir, pour évoquer l'équipe de France. Le week-end prochain, retour des matchs internationaux. Alors, il y en a un paquet de matchs internationaux qui arrivent. Demain soir, il y a le match amical face à l'Ukraine. Bon, ça nous est un petit peu égal ici, ce soir. Il faudrait qu'on parle de France-Portugal dimanche. Pas de revanche, en sport. 4 ans après, on ne parle pas de revanche. Mais quel intérêt cette Ligue des Nations, en fait, franchement ? C'est des vrais matchs de compétition ou des matchs amicaux déguisés ? Moi, je trouve que c'est bien parce que justement, ce n'est pas des matchs amicaux. Il y a un petit enjeu, puisque ça peut être qualificatif pour l'Euro, non ? Pour la Coupe du Monde. Oui, en fait, pour la compétition. Soit l'Euro, soit pour la Coupe du Monde. Là, ça sera pour la Coupe du Monde. Il y a un trophée au bout. Le Portugal l'a remporté et a confirmé son Euro. Moi, je trouve que c'est plus intéressant que des France-Ukraine ou des France-Finlande qu'on aura très bientôt. Didier Deschamps, le Bayonnais, on le salue, le sélectionneur de l'équipe de France, il fait beaucoup d'essais, de tests, compétition ou pas dans cette Ligue des Nations. Il prend des jeunes. Prendre des jeunes joueurs quand même. Il a raison de les faire maintenant, les tests ou les essais. Oui, les tests, les essais, appelez ça comme vous voulez. Il lance des jeunes. Ouais, vous êtes à un an de l'Euro. Après, Kamavinga, Upamecano. Ok, mais Upamecano, pour moi, c'est pas vraiment un test. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, jeune français, il est indéboulonnable. En équipe de France, il le lance en équipe de France. Oui, il le lance, mais c'est un joueur qui est performant. Je veux dire, c'est pas un pari, c'est un joueur quand même référencé sur la scène européenne. C'est comme si Deschamps prenait Jules Koundé. Oui, ok, il va tester Jules Koundé. Forcément, quand il le prend pour sa première sélection, c'est un test. Mais je veux dire, c'est des joueurs qui prouvent quelque chose et qui méritent leur sélection. Il n'y a pas de grande surprise dans la liste de Deschamps. Peut-être Kamavinga, qui est un phénomène précoce incroyable. Mais voilà. Non, mais je pense que la liste, elle est très cohérente, franchement. Et il a raison de faire des essais, même si vous n'avez pas le mot. Oui, parce que c'est la période pour les faire. Bien sûr, après, ça sera trop tard. C'est au-delà de ça. C'est peut-être la période, mais comme il est jusqu'en 2022, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, il sait très bien qu'il y a certains joueurs qui commencent à tirer un peu la langue, qui vont aller jusqu'à l'Euro là, mais après c'est fini. Donc il fait venir les jeunes. Et moi je trouve ça c'est totalement logique. Alors après s'il n'avait pas pris Kamavinga après la campagne de presse qu'il y a eu pour qu'il aille en équipe de France... Mais il y a un c'est comme à chaque fois. C'est comme à chaque fois. Il a joué combien de matchs avec Rennes ? Voilà, il a peut-être fait une saison à peu près complète, même s'il y a eu le Covid. Il a joué des matchs européens. Mais voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui a 200 matchs. Avant, pour être international, il fallait jouer des matchs. En même temps, maintenant, c'est facile. C'est plus facile. C'est l'ancienne génération. Non, c'est pas avant. C'est devenu facile pour être un jour en équipe de France ou même dans une autre sélection. Ouais, mais vous parliez Dès qu'on se montre un peu, ça y est. Vous parliez de test. Ah, mais moi, il l'a lancé. C'est très bien. Avec le maillot bleu, il était très bien. Je dis pas qu'il fallait pas le prendre. Il a prouvé. Mais est-ce que si Pogba n'avait pas été malade, est-ce qu'il aurait été dans le groupe ? Pas sûr. Je suis d'accord. Didier Deschamps n'est pas quand même le sélectionneur qui se laisse influencer par les médias, ni par la campagne de presse, non, quand même, non ? Il entend. Non, mais vous avez un tel vivier de jeunes joueurs. C'est surtout ça, il faut peut-être aussi souligner. Jeunes joueurs en équipe de France, il y en a. Non, mais franchement, vous voyez, des fois, quand on voit la liste de 24 là, qui sort, il y a un nombre de joueurs qui ne sont pas pris, qui mériteraient d'être pris, enfin, qui peuvent prétendre à une place en équipe de France. C'est quand même assez incroyable. Donc, et Benzema non. Mais c'est ce que soulignait l'entraîneur de Monaco ce week-end, Nico Kovac, qui disait qu'il y a un réservoir de jeunes joueurs en France assez impressionnant. C'est bien de les voir intégrer à la sélection, même s'ils ont très peu de matchs, Alain. Non, mais moi, je ne suis pas contre. En vue des prochaines en vue de Alain, il veut des trentenaires en équipe de France. Non, mais je suis en train de te dire, je ne suis pas contre le fait que tous ces jeunes arrivent. Attention aussi... À pas les griller. À pas les griller. Il a l'expérience, il le sait. Regarde un peu la gestion de Kamavinga par Julien Stéphan. Après sa sélection, il n'a pas trop joué. Il était remplaçant parce que... Vous voulez dire qu'il le tempérait un peu pour éviter qu'il s'emballe ? Il ne faut pas que la tête enfle. Il a 17 ans, il a joué 20 minutes, non ? Oui, mais ça y est, tu es en équipe de France, tu as fait 2 matchs, tu es dans les 2 matchs. On parle de plus en plus de toi, donc tu as 17 ans. Bien sûr. Tu peux avoir la tête qui enfle très très vite. On parle que de toi dans la presse. Ouais, c'est nouveau machin. On a déjà connu ça. Oui, l'équipe de France qui affrontera le Portugal, je le disais dimanche. Les nouveaux Zidane, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi derrière. Il y en a tous les ans. Et qui jouera en Croatie la semaine prochaine. Comme disait Alain tout à l'heure, c'est de la compétition. Il faut attendre 2 victoires de l'équipe de France, encore, comme début septembre.
Il faut surtout gagner le Portugal. Ouais, voilà, c'est ça. Et nul en Croatie, ça serait bien. Après, au moins battre le Portugal, question de confiance. Non, mais ce qui est intéressant pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce sont des vrais matchs de foot face à de vraies équipes. L'avantage de cette Ligue des Nations, c'est que ce sont des groupes qui sont faits en fonction du classement UEFA. Tout le monde joue à des fond. Groupes de niveau. Ouais, je pense que tout le monde joue à fond. Après, bien sûr, il y a des sélectionneurs qui vont proposer des choses dans l'optique de préparer la grosse compétition de l'été. Mais allez dire à un sélectionneur de l'équipe de France qui joue pas, ou du Portugal qui joue pas le match à fond. Non, ça n'existe pas, il joue le match à fond. Même s'il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Ouais, mais bon, ça, malheureusement, on est obligé de s'y faire. Je ne sais pas si on a le temps, juste sur ça. Et ça revient un peu sur la Ligue 1. Moi, je ne trouve pas normal qu'il y ait les possibilités de faire des jauges à 5000, par exemple, pour Lens, des huis clos à Bordeaux, des jauges à 1000. Puisqu'il n'y a pas de possibilité d'avoir, pour tout le monde, 5000, on met tout à huis clos. Et on attend, ou 1000, et on attend qu'on puisse faire plus de public. Huis clos, c'est un choix des dirigeants bordelais, parce qu'ils pourraient jouer à 1000 quand même. Mais on n'est pas à égalité. C'est vrai que c'est inégal. Les Lensois avec 5000 supporters chez eux, si vous les enlevez, peut-être qu'ils sont moins dans leur pressing et tout ça. Ce sont des décisions politiques en fonction de la situation sanitaire. On va rester à Bordeaux. Il y a un nouveau président de la Ligue, il doit intervenir. On va rester à Bordeaux il faut qu'on l'entende aujourd'hui. Oui, lui aussi. Pour terminer cette émission. Et avec les Girondins, l'équipe de France toujours. Et cette question, Benoît Costil, le gardien de la meilleure défense de Ligue 1, peut-il être à l'Euro en juin 2021? Il était en équipe de France début septembre après la blessure de Steve Mandanda. Didier Deschamps dit qu'il compte toujours sur lui, qu'il fait partie des 5-6 gardiens autour de cette équipe de France. Il a ses chances ou il faut une épidémie de blessures pour qu'il y soit? Alors non, je pense qu'il n'a pas ses chances. Enfin, comme vous l'avez dit, il fait partie des 5-6 gardiens du groupe France. Maintenant, je pense qu'il y en a 5 autres qui sont devant lui, 4 autres qui sont devant lui, même s'il fait une très bonne saison, Benoît. Et on l'a encore vu hier face à Dijon. Il a un ballon à sortir, en lucarne, il le sort. Il est présent, ça marche très bien avec sa défense. Il a l'avantage, s'il vient dans le rôle de numéro 3, d'être un mec super dans un groupe, qui a déjà eu ce rôle-là pendant une grande compétition. Maintenant, je pense qu'en termes de potentiel, vous avez des gardiens qui arrivent, comme Mike Maignan. Bon, alors, qui est dans cette liste, avec Steve Mandanda et Hugo Lloris. Les trois sont connus. Peut-être un Paul Bernardoni, peut-être un Alphonse Areola s'il se remet à être bon à Fulham. Non, mais voilà, je veux dire, en termes de potentiel, vous avez des gardiens français. Part de loin, hein. Didier Deschamps souligne que Benoît Costil fait en sorte de garder son niveau de performance. mais il est très bon. Il le prouve. Même l'année dernière, même dans les périodes un peu difficiles de Bordeaux, il était là, il faisait de bons arrêts, il gagnait des points. Mais je pense que la liste elle est faite. C'est Lloris, Mandanda et Maignan. Est-ce qu'il n'est pas parfait, Benoît Costil, dans ce rôle si particulier de complètement. numéro 3? Non, il ne va pas demander à jouer, il est expérimenté, il parle à tout le monde dans le vestiaire? Non. Plus maintenant. Plus qu'un jeune joueur. Si on est dans la préparation de 2022, Lloris, est-ce qu'il y sera en 2022? Peut-être pas. Mandanda, peut-être pas. Donc il y a Mike Maignan. Je ne suis pas d'accord avec il faut l'amener. Il faut l'amener, Mike Maignan, si on veut en faire un titulaire de l'équipe de France. Oui, mais je pense que ton numéro 3, il faut qu'il soit dans l'état d'esprit parfait. Mais capable de faire le lien entre Costil et comme il était à l'Euro 2016. Capable de faire les liens entre les anciens, les jeunes, qui soit bon vivant dans le groupe, qui amène de la bonne humeur. Dans le style, et ça fait 1 an qu'il y est. Mais à la question de Nico qui demande si Costil n'est pas parfait dans ce rôle, moi je pense que si. Il est capable d'être performant tout de suite dans la Costil, si je connais le contexte. Peut-être par rapport à un troisième gardien. Bien sûr par rapport à ça, mais si tu es dans la construction d'un groupe pour les 2-3 ans à venir, tu n'es pas à l'abri d'une blessure de Lloris, tu as Maignan qui arrive en numéro 2 derrière Mandanda, et c'est là que tu rappelles Costil éventuellement. Voilà. Après, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il part de loin, il ne sera pas dans la liste. Par contre, s'il y a un Mandanda qui se blesse et qu'on doit rappeler un gardien à la dernière minute, qu'on sait qu'on a besoin d'un gars qui soit capable de s'intégrer très vite dans le groupe, là, il a toutes ses chances, Benoît, je pense, vraiment. Il y croit, d'après vous, Alain? Costil? Oui, pas moi, mais lui. Moi, je pense qu'il aurait tort de ne pas y croire. Non. Quand on est gardien de but, qu'on est compétiteur, qu'on fait pour l'instant un bon début de championnat et qu'on a été rappelé parce qu'il y a eu un forfait, et ça montre que le sélectionneur dit « Costil, je le regarde et je compte encore sur lui si j'ai besoin », donc il aurait tort de ne pas y croire. Oui, bien sûr. Nicolas, la conclusion avec vous, est-ce qu'il y croit, Benoît Costil? En tout cas, c'est le motif cette saison. Alors, je ne sais pas si lui, il y croit, mais il faut y croire. Il a été rappelé, il a porté le maillot 2 étoiles, le rassemblement à Clairefontaine, il a fait la découverte de nouveaux coéquipiers. Bien sûr qu'il faut y croire. Et puis, on ne sait jamais ce qui se passe. Vous avez 2 blessures, la saison elle va être très particulière. Avec les cas de Covid, on ne sait pas comment ça peut se passer, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Oui, il faut qu'il soit bon de toute manière avec Bordeaux. Et s'il est bon avec Bordeaux et qu'il y a une petite place, Deschamps pensera à lui. Il faut qu'il y croit à fond. Ouais. Et il est bon avec Bordeaux. Il est très bon. Franchement, il est très bon, il n'y a rien à dire. Irréprochable, exactement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour tous vos éclairages sur l'actualité footballistique du Ballon rond en Nouvelle-Aquitaine. On n'a pas parlé de Ligue 2 ce soir pour une fois, juste pour saluer, non pas saluer d'ailleurs, pour regretter la défaite de Niort, la première, je crois, cette saison, je ne sais plus, et le match nul à domicile de Pau, encore face à Nancy. Pau, malheureusement, dernier de Ligue 2 au soir de cette journée. Les Palois qui aussi auront 15 jours pour se reprendre. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin
de 7 au 6 mètres. À mardi prochain, 19h30. Ciao, ciao.